qu'il faut distinguer, bien qu'ils soient liés, c'est cette affaire de dot terrestre et cette affaire d'héritage. Héritage que je vais élargir, notion d'héritage, je vais élargir à modalité juridique de transmission de la propriété. Post-mortem. Oui, oui. Modalité juridique de transmission de la propriété post-mortem. Voilà. Et l'affaire de cette dot terrestre. Alors, j'avais commencé à parler de la dot terrestre, de t'interroger sur cette notion, parce qu'elle était employée dans le programme pour parler des ressources naturelles finies, et que, disons, notre illustration du diagramme de la production de la société industrielle, utilisation des ressources naturelles finies pour produire des biens qui vont être consommés par l'ensemble de la population dans le cadre d'une activation de tout ça par le capitalisme, eh bien nous ne parlions bien entendu que des ressources naturelles finies, c'est-à-dire des ressources qui sont contenues dans l'écorce terrestre, ressources de caractère énergétique ou de caractère minéral, mais que, en tout état de cause, l'homme prélève sans demander l'avis à personne. Alors, sans demander l'avis à Gaïa, mais sans demander l'avis non plus aux autres habitants de la planète, c'est-à-dire les animaux, voire les espèces végétales. Donc, l'espèce humaine a décidé de s'approprier les ressources, de s'approprier ce qu'il est contenu dans l'écorce terrestre. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que certains, et je voudrais savoir si tu fais partie de ce courant qu'on pourrait nommer Deep Ecology, considère que l'homme n'est pas fondé à prélever quoi que ce soit sur la nature. Alors, moi, je voudrais donner ma position sur ce point. L'homme, effectivement, n'est pas au-dessus des animaux, mais il n'est pas en dessous non plus. Bon, et l'homme, il est un produit de la nature, et la nature, on va prendre comme axiome de base qu'elle a quand même prévu un certain fonctionnement entre les différentes espèces. Et le fonctionnement, c'est la chaîne alimentaire, on va dire, c'est-à-dire que les différentes espèces humaines et végétales se nourrissent avec ce qu'elles trouvent. Bon, donc de ce point de vue-là, je dirais d'un point de vue, c'est même pas anthropologique, mais d'un point de vue cosmologique, il me paraît difficile de contester le fait que l'homme, comme toute autre espèce vivante, alors on va prendre disons, le milieu animal, hein, bon, ait le droit de prélever ce qui est à sa portée autour de lui. Bon, alors ça c'est un débat. Je sais qu'il y a des courants qui vont un petit peu dans ce sens. Mais alors, je suis au milieu du gué, comme souvent. Ouais, mais alors, je partage une grande partie des arguments de la deep écologie, hein, pas tous, mais pour moi, la question vraiment tourne autour de bascule de l'artificialité ou pas. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, tant qu'effectivement l'espèce humaine était numériquement contenue dans une emprise numérique, tout simplement, du nombre d'individus existants à la surface de la planète par rapport aux autres, voilà, la prédation qu'elle exerce pouvait être assimilée à la prédation des autres, parce que les autres espèces aussi font des prédations. Les castors bougillent un nombre de choses incroyables, les vaches aussi. Enfin bon, la prédation, elle est à tous les étages de la nature, bien sûr.
Le problème, c'est que c'est le bascule dans l'artificialité, c'est-à-dire que par la technologie, par la technique, l'homme s'est doté d'outils et d'artifices qui font qu'il n'est plus au niveau, on n'est plus au niveau 1 de la prédation, on est vraiment au niveau 2. C'est ça qui fait la différence. Voilà. C'est une question d'artificialité, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'outils artificiels enfin, c'est plus qu'un exosquelette, c'est plus que des outils, voilà. Et à partir du moment où on a fait sauter le verrou de cet outillage, qui a complètement démultiplié le taux de prédation qu'on pouvait exercer, voilà, c'est là la question. Jusqu'où, bien sûr qu'on peut justifier la prédation. De toute façon, elle est là. Mais prédation de niveau 2, prédation de niveau 3, c'est ça la question. Donc, je n'ai pas la réponse, hein, Christian. Mais si on ne met pas de garde-fou, on n'a aucun argument, effectivement, en dehors de l'épuisement naturel par entropie. On n'a pas d'autre argument. On n'a pas d'argument moral, on n'a pas d'argument, on n'a plus d'argument. C'est ça la question. C'est pour ça que j'aime bien l'attitude de la deep écologie qui pose des questions de principe à la base et qui dit, voilà, mais c'est d'une radicalité qu'on peut tout à fait contester. Alors, bon, ça c'est très intéressant. C'est la notion d'artificialité et la notion de bascule. Oui. Il paraît évident, et tu le confirmes, qu'il faut bien que l'homme vive. Bien sûr. Bon. Et pour qu'il vive, il faut qu'il mange. Et pour qu'il mange, il faut qu'il mange d'autres espèces vivantes. Bon. Alors, ça, je préfère ne pas débattre de la contestation de cette chose-là. Alors, on peut tout contester. Moi, je suis extrêmement tolérant. On peut tout contester, mais il y a des moments où ça m'intéresse plus de débattre, en tout cas, bon, d'une chose qui me paraît éloignée, tout simplement de la réalité, trop éloignée de la réalité des choses. Donc, je propose de partir d'un prérequis qui est que l'homme est fondé, alors fondé, bon, on va dire, c'est un prérequis, qu'il est fondé à prélever, à exercer une prédation sur le monde animal et sur le monde végétal pour se nourrir. Bon. Alors la question c'est, puisque c'est bon, la loi de la nature, bon, de la jungle, disons la loi de la nature, c'est plus vaste que la loi de la jungle. Toi tu dis il y a un moment où ça bascule, lorsqu'on entre dans l'artificialité. Alors ça, c'est très intéressant. Très intéressant parce que, oui, il y a une bascule. Oui, on peut l'appeler artificialité. D'accord, ça ne me dérange pas, pourvu qu'on définisse ce que c'est que l'artificialité. Et tu dis, à partir du moment où l'homme construit des outils, il entre dans l'artificialité. Moi, il me semble que c'est un peu après. Le fait qu'il construise des outils, il y a d'autres, pas énormément, mais il y a quelques autres espèces d'animaux qui construisent des outils, bien les sûr, castors, les singes. Bon. Et donc l'homme construit des outils et du coup il se met à prélever, pas forcément plus, mais mieux. Enfin bref. Bon, je pense que là on n'est pas encore dans la bascule. Et la bascule, moi, à mon avis, et l'artificialité, elle arrive quand? Eh bien, elle arrive au moment où l'homme prélève l'écorce terrestre. Voilà. Moi, je suis extrêmement précis. Bon, l'artificialité arrive à partir du moment où l'homme extrait de l'écorce terrestre des matières qui sont des matières énergétiques ou des matières minérales. Certaines sont à la fois énergétiques et minérales. Et il est le seul
animal à le faire. Bon, raison de plus pour dire que c'est vraiment ça la bascule, parce qu'il est le seul à la faire. Donc, ça bascule à partir du moment, effectivement, on entre là dans l'artificialité. L'homme va pouvoir fabriquer, parce que il fabrique des outils qui sont des outils avant l'utilisation des ressources naturelles finies contenues dans l'écorce terrestre. Il fabrique des outils qui sont des outils un petit peu mieux que ceux du castor, du chimpanzé, mais bon, pas guère mieux. Voilà. En tout cas, ça ne lui permet Il y a pas. quand même, la paléontologie nous montre qu'il y a eu des chasses absolument meurtrières qui ont éradiqué complètement à l'époque préhistorique et longtemps. Oui, je suis d'accord, mais pas pour dire depuis très longtemps. Et pas non plus pour valider l'accumulation des seuils. Pour moi, il y a un seuil, c'est la prédation des ressources naturelles finies. Tant que l'homme n'exerce pas de prédation des ressources naturelles finies, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il a détruit plus que les autres espèces. Bon, je suis quand même assez sceptique sur les éléments qu'on peut retirer de la paléontologie. Bon, les dinosaures, ils ont vécu pendant 160 millions d'années. Ils ont détruit tout ce qui avait à plus de 2 mètres. Enfin Ah bon, oui, je bien caricature. Bon, sûr, donc bien sûr. les dinosaures ont détruit la nature Oui, de façon colossale. Bon, bien sûr. donc je ne suis absolument pas sûr, et je dirais que c'est un débat qui me, euh, il me semble qu'on manque, en tout cas, d'éléments factuels pour nourrir ce débat. Enfin, bon, je, C'est la loi du plus à- fort et c'est vrai que oui, mais le seuil a consisté à extraire de l'écorce terrestre de l'énergie qui a complètement décuplé nos forces naturelles, on va dire, hein, forces de travail, etc., etc., effectivement, a fait de nous une espèce surpuissante. Ça, on est tout à fait d'accord. Et le problème a été, le Rubicon a été définitivement franchi à ce moment-là. Je suis d'accord. alors on a un indicateur, quand même, Mm, lui qui est factuel, qui est montré, c'est la population. mhm. Une population qui stagne, qui n'augmente pas, bon, c'est pas une population qui opère une bascule, qui entre dans l'artificialité. Et si on regarde les courbes que j'ai Oui, présentées, mais que je n'ai pas inventé, oui, hein, la population, oui. on s'aperçoit que la population humaine, elle a stagné, hein, jusqu'au néolithique. Après le néolithique, elle a évolué, elle a évolué très très lentement. Alors on va dire, on va mettre des schémas. À partir du néolithique, on commence à extraire les ressources naturelles finies, mais à un taux extrêmement faible, hein, et là, la population augmente vraiment très très faiblement. On atteint 500 millions, hein, d'individus. On passe, on va dire, de 5 millions d'individus au néolithique à 500 millions d'individus en 12 000 ans. Bon. Mhm. Et puis, à partir de 1850 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en 170 ans, on passe de 500 millions à 10 millions. Bon. Donc, le seuil, il est là. Il est à partir du moment. Alors, disons, il y a une première bascule qui est la découverte du mode opératoire. Ah oui, on peut prélever des ressources naturelles finies, on va sans doute pouvoir faire des choses, mais pendant très longtemps, on ne les utilise pas vraiment. Et donc, du coup, l'homme ne prend pas vraiment le pas sur les autres espèces animales. Il faut se souvenir qu'au Moyen Âge, la France était à 90% couverte de forêts. Voilà. Mhm. Bon. Et bon, donc, moi, euh, je reste fixé sur l'idée que la bascule dans l'artificialité, elle est liée à l'utilisation des ressources naturelles finies. A contrario, si l'homme n'avait pas utilisé les ressources naturelles finies, il n'y aurait jamais eu de bascule dans l'artificialité. Hein.
Bon, on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien. Ça me paraît être une équation mathématique réversible. Et puis, il y a une accélération de cette bascule à partir du moment où il s'est mis à l'utiliser de façon illimitée, pour des raisons X, Y ou Z. Bon. Euh, donc, alors, revenons à notre affaire de dot terrestre. La dot terrestre vue sous cet angle, elle a été appropriée par l'homme. Bon, c'est bien, c'est pas bien, bon, c'est un autre débat. Elle a été appropriée par l'homme, et là on arrive à la tradition politique de cette affaire, pas par l'homme, par certains hommes, une minorité. Une minorité qui se l'est appropriée au détriment des autres. Bon. Et donc, nous revenons sur cette affaire de revenus universels, que je considère comme étant une conséquence, enfin, disons, un aboutissement de raisonnement en amont. Le raisonnement en amont, c'est de dire la Terre appartient à tout le monde. La Terre. Alors, là aussi, les partisans de la dipécologie vont dire mais de quel droit même les hommes vont s'approprier un territoire. Bon, on est obligé de faire fi de ça et nous allons dire qu'à partir du moment où une collectivité humaine, maintenant on va parler des hommes, à partir du moment où une collectivité humaine s'installe sur un territoire, finalise les frontières, d'une façon contestable, peut-être par des guerres, par la violence, bref. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a une espèce d'entérination, on entérine l'ensemble de la planète, entérine les répartitions. Bien, on se trouve donc avec une collectivité bien identifiée, qui se trouve à l'intérieur d'une nation qu'on va appeler France ou Allemagne ou Angleterre, avec des... eh bien, nous, notre grande idée, c'est de dire le territoire appartient à tout, de façon identique, à tous les individus qui vivent sur ce territoire. Donc, on remet en question tout simplement la propriété foncière. C'est une idée forte, une grande idée fondatrice de notre programme. La propriété foncière n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle n'existe carrément plus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une propriété virtuelle qui appartient à la collectivité tout entière, hein, et les ressources qui peuvent être tirées d'une façon ou d'une autre de cette terre, de ce foncier, appartient à tout le monde. Donc du coup, ce revenu universel qui est décliné à toutes les sauces, voilà, avec des prélèvements fiscaux, etc., nous disons ce revenu universel doit venir, il doit émaner de la propriété foncière qui appartient à tout le monde. Alors il y a ce système du tantième, celui qui utilise plus que son tantième va payer une redevance qui sera encaissée par celui qui n'utilise pas son tantième. Et puis il y a une deuxième alimentation de ce revenu universel, c'est précisément, pour ça que on fait le lien entre la dot terrestre et la transmission de la propriété post-mortem, il y a une répartition de tous les biens qui tombent dans le domaine public. Ce qui fait que chaque fin d'année, chaque individu reçoit un chèque qui correspond à sa quote-part, à la fois du tantième, de la superficie qu'il n'a pas utilisée et de la répartition des biens qui sont tombés dans le domaine public. Voilà l'idée du programme.